avocat, au cabinet du même confrère. Indépendamment de ces procédures, Monsieur le Président, nous avons fait citer au pénal les clients de Maître Freddy. Ici, il vous l'a dit. Il a comparu, il les a assistés. Dans cette citation directe, nous faisons une fois de plus état du RPP. Malgré tout cela, malgré même le retrait, vous allez voir que le commandement au fin de saisie du 5 février, c'est à la diligence d'une seule partie. Est-ce que votre tribunal peut-il demander au prévenu pourquoi l'une des parties s'est désistée et lui a retiré le mandat? C'est justement parce que cette partie-là, c'est un avocat. Lorsqu'il s'est avisé qu'il y avait un arrêt RPP, il a dit « je ne préfère plus poursuivre ». Malgré les refus et les retraits, le prévenu a lancé le commandement du 5 février. Donc il a été au courant dans le processus de la procédure sous RAE 139, sous RAE 140, ainsi que dans la procédure au pénal pendant ici contre ses clients, et même lors du retrait d'une des parties dans le processus de cette exécution frauduleuse. L'une des parties s'est retirée, puisqu'il y avait un RPP. Mais l'avocat dit non, on va poursuivre, cette fois-ci avec une seule partie, bien au courant de l'existence du RPP. Nous avons dit. Voilà la partie provenue. Les faits ont été brossés longuement. Le prévenu, Monsieur le Président, fait lancer un premier commandement. Nous sommes le 8 décembre 2025. À l'été de ce commandement, il prétend exécuter un jugement RAC 885. Rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, la longue instruction a démontré que ce jugement de 2012 avait fait l'objet d'une annulation en 2014. Et le prévenu était au courant. Malgré ça, Monsieur le Président, donc il lance un premier commandement le 8 décembre 2025. Nous saisissons le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe sous RAE 139/2025. Le tribunal ordonne la main levée pour inexistence du titre exécutoire. Les 7, soit un jour après le prononcé de ce jugement, le prévenu revient à charge. Il fait lancer un deuxième commandement, pour lequel d'ailleurs il n'avait pas reçu, sinon il n'avait plus reçu mandat. Lui-même vous a dit que pour lancer chaque commandement, il doit recevoir mandat. Pour le deuxième commandement, il n'avait pas reçu mandat. Il le lance, nous sommes le 7 janvier 2026, en réclamation de même somme, en exécution du même jugement. Nous avons également élevé les contestations enrôlées sous le RAE 140/2026 devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Donc, il est bien au courant de l'existence d'un arrêt rendu en prise à partie, mais il persiste et force une exécution. Il est allé loin, Monsieur le Président, puisqu'il a même pratiqué des saisies conservatoires, 3 saisies conservatoires. Ceci pour démontrer son intention, Monsieur le Président, de vouloir à tout prix faciliter les escroqueries. Donc il a lancé 3 saisies conservatoires, une saisie le 23, une deuxième saisie le 26 et une troisième saisie le 2 février 2026. Il ne se limite pas là, Monsieur le Président, il lance le tout dernier commandement aux fins de saisie immobilière du 5 février 2026 et c'est de suite de ces derniers commandements que la procédure ici présente a été notamment enclenchée. Par rapport à la constitution de la partie civile, et là, je suis entré en droit, Monsieur le Président. Conformément d'abord aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale, qui autorise à toute partie lésée de se constituer partie civile, nous nous constituons partie civile, Monsieur le Président, et nous avons produit au dossier le RCSM de notre client qui établit clairement que la Robank existe juridiquement, que la Robank revêt de la personnalité juridique,
conformément aux dispositions de l'article 98 de l'acte uniforme sur les procédures sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Aussi, Monsieur le Président, l'article 107 de la nouvelle loi organique de juridiction de l'ordre judiciaire nous autorise justement à nous constituer partie civile. Et pour ce faire, Monsieur le Président, l'article 122 du Code de procédure pénale nous exige de consigner. Hier, à l'entame de l'audience, Monsieur le Président, nous avons eu à consigner. Et éventuellement, Monsieur le Président, l'article 258 du Code civil, livre 3 sur les obligations, nous reconnaît également ce droit-là, Monsieur le Président, non seulement de nous constituer partie civile, mais surtout de venir réclamer réparation si nous avons subi un préjudice. Donc c'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que la ROBA vient se constituer partie civile dans ce procès. Nous avons versé au dossier également, Monsieur le Président, les actes de nomination du directeur général adjoint qui nous a donné mandat pour agir dans ce procès. Et nous produisons, Monsieur le Président, la procuration spéciale reçue de notre cliente qui nous habilite justement à nous constituer partie civile dans la présente cause. De sorte qu'au vu de cette procuration spéciale, Monsieur le Président, et conformément aux dispositions de l'article 71, dernier alinéa du Code de procédure pénale, il vous plaira donc de recevoir la constitution de la partie civile faite par la ROPA, puisqu'elle est conforme à la loi, aux dispositions légales que nous avons ici évoquées. Et puisque nous soutenons l'action du ministère public, et que le ministère public, Monsieur le Président, a aligné 4 infractions. Nous commençons par la première, c'est l'infraction, Monsieur le Président, de la tentative d'escroquerie. Et comme nous le savons, Monsieur le Président, cette infraction de la tentative d'escroquerie exige principalement 3 éléments constitutifs: l'élément matériel, l'élément intentionnel et l'élément légal. Mais il y a des éléments spécifiques pour la tentative d'escroquerie, notamment, Monsieur le Président, l'emploi des moyens de supercherie, l'emploi des moyens de tromperie, l'emploi de la fraude pour aboutir à son objectif. Et c'est le cas ici, Monsieur le Président. Nous vous avons dit d'abord qu'on nous réclame le paiement d'une créance imaginaire. 2,7 quelques mille $. Aucune décision judiciaire ne reprend ce montant de 2,7 quelques mille $, qu'on est en train de nous réclamer. Mais même alors, si on s'appuie sur le jugement RAC 885, nous avons largement démontré que ce jugement-là n'existait pas. Et que donc les moyens de tromperie, Monsieur le Président, ce sont ces moyens-là, des moyens frauduleux. On sait que le jugement n'existe pas. On sait que la créance est imaginaire. Mais on insiste, on persiste et on veut à tout prix se faire payer de manière frauduleuse. Nous avons aussi, Monsieur le Président, l'élément, le bien objet de la remise. Ce bien objet de la remise, c'est quoi? C'est la somme, Monsieur le Président, de 2 775 000 qu'on nous réclame. C'est ça le bien objet de la remise. On veut à tout prix, Monsieur le Président, avoir cet argent qu'on réclame de manière frauduleuse. Nous avons la présence d'un tiers. On se sert d'un huissier de justice. On donne une semblance, une apparence de vérité, Monsieur le Président, pour aboutir à cette fin-là. On se sert d'un huissier de justice. On se sert des décisions imaginaires. On vous a parlé du RAC 885. On vous a parlé du RACA 178. Et on a fait tout à l'heure les débats. Les prévenus vous disent oui. Moi, je suis un avocat d'exécution. J'ai exécuté les dispositifs et non les motifs. Monsieur le Président, les dispositifs de chaque décision portent un motif qu'on appelle en droit un motif décisoire. Et le motif décisoire, c'est lui qui détermine justement les dispositifs. Lorsque les juges de la Cour d'appel du Haut-Katanga, siégeant sous RACA 178, disent qu'ils considèrent sans objet l'appel de la ROBA, pour le motif avancé ci-avant, ce motif décisoire, Monsieur le Président, est repris dans l'arrêt.
Le prévenu a lu cet arrêt, c'est un avocat rompu, un bon avocat, qui connaît le droit, un avocat d'exécution, il vous a dit. Il maîtrise même les droits au Rwanda. Il a lu cette décision, il a vu ses motifs, Monsieur le Président, mais il a persisté. Donc je disais qu'il a utilisé un huissier de justice, un tiers, pour faciliter sa forfaiture. Il existe le préjudice. Le préjudice, Monsieur le Président, est là. La banque, sa réputation, c'est une banque commerciale, Monsieur le Président. Sa réputation est jetée à pâture par les prévenus qui insistent avec des saisies immobilières. Première, deuxième, troisième. Et comme cela ne suffisait pas, des saisies conservatoires. Première, deuxième, troisième. C'est grâce, Monsieur le Président, à toutes les interventions, celles de la banque, dans les actions notamment sous REA 139 et REA 140, qu'on a stoppé cette tentative d'escroquerie. Nous aurions été distraits, ensemble avec l'huissier, Monsieur le Président, les pires en arrivée. Et que donc, Monsieur le Président, l'élément légal pour la tentative d'escroquerie, c'est l'article 98 du Code pénal, livre 2. Et c'est le cas ici, Monsieur le Président, mais que nous allons combiner avec l'article 4 du Code pénal, livre 1er, puisqu'il s'agit d'une tentative qui a été stoppée grâce aux actions que nous avons menées et grâce à l'intervention salvatrice du parquet. Et que donc, Monsieur le Président, par rapport à cette première infraction, vous allez la lire établie en fait comme un droit. La deuxième infraction, Monsieur le Président, c'est les faux commis en écriture. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Lorsque vous prendrez ces commandements, vous allez voir, Monsieur le Président, qu'il y a des déclarations qui sont reprises sur ces commandements. Le prévenu fait notamment état du fait que la ROBA aurait refusé volontairement de payer. Ceci, Monsieur le Président, c'est une altération de la vérité, mais pour aboutir à un objectif. Il dit que la ROBA aurait refusé volontairement. La ROBA a été condamnée, mais elle ne veut pas payer. Ce sont des fausses déclarations. On vous dit dans le commandement que la ROBA est débitrice de ses clients, ce qui est faux, Monsieur le Président. La ROBA n'a jamais été débitrice de ses clients. D'ailleurs, ils n'ont aucune relation d'affaires, Monsieur le Président. Aucune relation d'affaires. La ROBA n'était qu'une partie tierce saisie et les jugements sur lesquels les parties pouvaient s'argouter, ces jugements, Monsieur le Président, a été anéanti. Il n'existe pas. Mais 10 ans après 2015, 10 ans après 2014, on vous dit que la ROBA serait débitrice en vertu de ces jugements-là. Donc ce sont, Monsieur le Président, des fausses déclarations. C'est une altération manifeste de la vérité, intentionnelle, pour aboutir à une fin de se faire payer de manière illicite. Et on le sait. Donc l'élément intentionnel, Monsieur le Président, c'est vouloir s'approprier de manière illicite ces sommes-là, Monsieur le Président. Et pour y arriver, on a utilisé notamment les fausses déclarations. Donc l'élément matériel, c'est les faux commis dans les trois commandements aux fins de saisies immobilières du 8 décembre 2025, du 7 janvier 2026 et du 5 février 2026. Dans ces trois commandements, Monsieur le Président, vous allez retrouver les mêmes fausses déclarations où on fait traiter la ROBANK des débitrices, où on fait croire que la ROBANK n'aurait pas des biens immobiliers. C'est aussi repris là-bas. On dit nous pratiquons la saisie puisque la ROBANK n'a pas de biens immobiliers. Alors que lorsqu'ils ont pratiqué la saisie conservatoire, un mois après, ils ont suffisamment trouvé des crédits auprès des tiers. Le ministère public entendu en son avis reçoit la requête en réouverture des débats sollicités par l'appelant, mais la déclare non fondée au motif si se vantait si haut. Lorsque la Cour dit ça, pour les rejets de la demande de réouverture des débats, là, il ne sollicite pas l'interprétation. Parce que la Cour répond de la même manière. Ici également, la Cour dit à ses premiers points qu'elle déclare non fondée la demande, la requête de réouverture en débat au motif 6 vanté. Donc, pour comprendre les motifs, il faut aller là où le motif a été développé. Et c'est simple.
Et lorsqu'on descend sur le point sur lequel le prévenu s'acharne, dit sans objet d'examiner le présent appel au motif vanté si haut. Mais il ne fallait même pas tourner les pages. Il fallait rester sur le même feuillet ou sur la même page pour comprendre que le juge parle de sa motivation qui est là. Une motivation simple et claire. Mais le prévenu a fait fi de tout ça. Pour le prévenu, cette décision est à sa faveur ou en faveur de ses clients. Mais là, il met ses mentions et c'est là vient la technicité de sa responsabilité pénale. Monsieur le Président Auguste, membre du tribunal, j'ai commencé par souligner que les pièces ne lui ont pas été données par le parti. Sinon, pas par M. Benito. Le prévenu en tant qu'avocat, et ça c'est tout à fait normal pour chaque avocat averti, lorsque tu es consulté et que le parti a des difficultés pour avoir de pièces, l'avocat dans le titre du dossier va vers là où les décisions ont été rendues, il rassemble les pièces du dossier. Et là j'ai aimé sa manière de répondre où il voulait à tout prix qu'on lui montre les actes de signification. Non, monsieur l'avocat. Non, monsieur le prévenu. C'est vous qui êtes maître de la procédure. Lorsque vous vous engagez dans un dossier, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour savoir est-ce que les décisions rendues sont devenues exécutoires, définitives. Est-ce que ces décisions sont aujourd'hui coulées à faute de choses jugées, ainsi de suite. Ce sont des questions que l'avocat se pose. Et je vous rassure qu'il s'est posé ces questions. Mais parce que il devait altérer la vérité, il a inséré une mention fausse dans ces commandements que nous avons cités. Et l'objectif était de présenter ces commandements devant les autorités. Et là où je parle de sa responsabilité, parce qu'il prendra la parole et il dira « c'est l'œuvre d'huissier ». Lorsque vous lisez tous ces commandements, le premier élément c'est que ces actes sont sous sa bénédiction, il a reconnu ça, parce qu'il est dit, ayant un lit domicile au fin de la présente et de ses suites au cabinet du prévenu. Le prévenu, il vous a été dit ici, j'avais même pensé qu'il allait vous faire une démonstration alors que les renseignants Benito comparaissaient, qu'il faisait rapport à M. Benito. Et là, une théorie a été avancée ici, et nous avons posé ces questions-là à juste titre, pour savoir comment est-ce que le prévenu, lui qui semblait maîtriser les choses, lui qui pensait qu'il agissait avec le mandat de ses clients, il vous dit qu'il a reçu le mandat de M. Benito, mais il a lu ici l'article 254, je crois, où il voulait faire comprendre au tribunal, ignorant peut-être que le tribunal est censé connaître la loi, que la seule procuration, ou le seul mandat qu'il avait reçu, valait pour tous les autres actes qu'il posait. Nous disons non, monsieur le Président. Lorsque le prévenu vous lit la loi, il est dit que l'huissier qui exécute doit, en principe, ou d'ordre public, d'après le principe du droit communautaire, être muni d'une procuration ou d'un mandat spécial. Ceci voudrait dire qu'à chaque fois qu'un huissier doit poser des actes, ces derniers doivent avoir le mandat. Or, le mandat ici, dont il a reçu une seule fois, c'était le mandat pour lui, non pas pour l'huissier. Vous allez vous en rendre compte. Et parce que nous n'avons pas ces dossiers-là avec nous, mais je suis convaincu qu'il y aura d'autres procès. Parce que certainement, il y a eu des faux qui ont été commis pour avoir tout ce qui a été fait. Mais puisque nous parlons d'ici, de ces faux ici, et même de l'usage,
C'est dans la même intention de nuire que le prévenu est arrivé à faire usage, notamment de ses commandements devant les autorités judiciaires. Et même, j'avais dit que cet aspect de l'usage prendrait des volets, puisque le prévenu a aussi usé des décisions judiciaires, notamment ici les RAC et les RACA devant les autorités judiciaires, notamment ici devant le tribunal de commerce, puisque ces deux décisions ayant été anéanties, le prévenu qui se faisait ou voulait faire croire à l'existence d'un titre exécutoire savait qu'il agissait sur base d'un document faux qui altérait la vérité. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'usage également à l'égard de tout ça. Et cela vient aussi à point nommé, puisque vous avez ici entendu M. Benito vous expliquer de quelle manière il est arrivé à retirer le mandat. Et là, j'ai aimé la défense du prévenu qui se défend toujours de la même manière, même lorsqu'on lui opposait la signification des dires des avocats. Le prévenu a répondu de la même manière, ça n'a jamais été déposé à son cabinet. Mais curieusement, lorsque la preuve a été apportée, il s'est tué calmement. Et c'est de la même manière, alors qu'on a cherché à lui signifier la lettre écrite par M. Benito, le prévenu a prétesté l'ignorance. Et il vous dit, lorsqu'il a fait le tout dernier commandement, c'est faute de mandat qu'il n'a pas mis le nom de l'autre succession représentée par M. Benito. Alors qu'il a toujours dit qu'il agissait sur base du même mandat qu'il avait reçu au préalable. Pour vous dire tout simplement que le faux et son usage est établi, vous direz donc qu'il s'agit là d'une même infraction, que vous allez condamner le prévenu à la peine de 3 ans de servitude pénale principale. En fait, comme en droit, et vous allez condamner le prévenu à 2 ans de servitude pénale. Nous sommes dans la rébellion. Une année, je m'excuse, c'est la rébellion. Une année de servitude pénale principale. Et sans doute, vous avez compris, Auguste membre du tribunal, que ces préventions ont été commises en concours matériel et que vous ferez le cumul de ce peine, soit 5 ans, 3 ans et 1 année. Au total, nous sommes dans 9 ans, voilà. Puisqu'il s'agit du cumul, au regard de l'article 20, votre tribunal, face à ces plusieurs préventions, peut opérer le cumul. Et que donc, vous condamnerez le prévenu à 9 ans de servitude pénale principale au regard de chaque peine. Ce n'est pas que c'est une seule peine qu'on sait contre. Et que donc, vous mettrez le dommage, plutôt l'amende telle que nous l'avons postulée de 300 000 francs, récupérable par 10 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous ferez droit aux postulations de la partie civile, puisque vous avez reçu cette constitution, et la modique somme qui a été présentée par la partie, effectivement, par la partie civile. Vous allez ordonner son arrestation immédiate et vous allez mettre le frais d'instance à sa charge, récupérable par 30 jours de contrainte par corps. Lorsque vous ferez cela, ça sera justice. Toutes les infractions seront décrites à vie précise du ministère public. Elles ont été commises en concours matériel précisé. C'est le cumul de peine 5 plus 3 plus 1, 9 ans de servitude pénale principale, plus 300 000 francs congolais d'amende. Quelles sont les conclusions des réquisitoires du ministère public? À cela s'ajoute arrestation immédiate. Vous avez la parole pour votre défense. Qui était dans l'exercice de sa mission et qui était en train de plaider a été cueilli
par des personnes non notamment identifiées au motif qu'il aurait commis des infractions imaginaires. Et un autre avocat a été poursuivi pour tentative d'extorsion, pour avoir sollicité le paiement de ses honoraires. Et ça devient récurrent. Et aujourd'hui, le ministère public traduit en procédure de flagrance un avocat pour les actes commis au nom de ses clients. C'est cela, il n'y a pas autre chose. Parce qu'il n'a pas pu démontrer le reste. C'est comme ça que vous avez vu que le ministère public a parlé à Basse-Voix. Parce qu'il n'a pas su démontrer quels sont les actes commis par l'avocat. Il parle à Basse-Voix. Il parle de la tentative d'escroquer. Mais quand vous avez fait comparaître les renseignants ici, les renseignants ont affirmé que l'avocat a été consulté pour son ministère d'avocat. Comment un avocat qui a été consulté parce que ses clients réclament une somme à une personne et on doit inviter à l'avocat le fait de se faire remettre les sommes qu'il postule au nom des clients. Et sinon, il n'y aura plus d'avocat, M. le Président. Donc si aujourd'hui un avocat postule pour les comptes de son client, il doit être poursuivi pour tentative d'escroquer. L'élément matériel fait défaut parce que l'avocat n'a posé aucun acte positif en son nom pour se faire remettre des sommes d'argent pour son propre compte. C'est ça la plaidoirie, M. le Président, parce qu'il ne suffit pas de venir voir, on parle. Mais ici, l'avocat n'a pas agi escalitate. Il a été consulté comme avocat. Et on considère le fait pour ces clients d'avoir initié des actes, avoir initié des procédures, et ça constitue des manœuvres frauduleuses. Et dans les chefs de l'avocat. Et c'est ça le ministère public. Il dit voilà, parce qu'il y a eu des actions qui ont été mises en mouvement au nom de vos clients. Donc, vous avez usé des manœuvres frauduleuses. Quelles sont les manœuvres frauduleuses commises par l'avocat pour se faire remettre ces sondages? Le ministère public parle à Basse-Voix. C'est avec raison. Et vous allez vous rendre compte que les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie sont des faux. Quel est l'acte positif commis personnellement? Vous savez, M. le Président, et à un certain moment, j'ai mis en cause un de mes maîtres, parce que vous savez, avec le droit pénal, beaucoup de choses se passent. Parce que j'ai suivi mon maître un jour, ce sont des choses qui arrivent. Et il tentait de me convaincre que la subordination à témoin est égale à la corruption. Et vous imaginez votre ancien maître, a fortiori nous, qui avons été à cette école. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc le ministère public n'a produit aucune preuve des faits commis personnellement par mon client pour se faire remettre. Encore moins la preuve des manœuvres frauduleuses. Donc vous allez dire, cette tentative non établie a fait comment droit. Je viens par le faux. Vous savez, le problème, c'est qu'on ne doit pas chercher à justifier tout comportement et à faire de ce comportement une infraction à tout prix. Non. Voilà le ministère public avec le courage olympique vous affirme qu'il y a il faut. Et le faux, il dit que ça dans les commandements. Mais il ne vous dit pas quel est l'auteur. Vous savez, les droits, il y a une différence entre la théorie et la praxis. Le faux, commis en écriture. Mais qui doit commettre le faux? Mais c'est l'auteur. Et avec un courage olympique, on dit les commandements d'un huissier. Condamner l'avocat pour les commandements d'un huissier. Et parce qu'on affirme que les mentions qui sont contenues sont des mentions contenues dans les commandements. Comme si c'est l'avocat qui est l'auteur. Parce que ici, M. le Président, vous savez, je vais plaider un peu en dessinant. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas fait les droits, vous pouvez croire à ce que le ministère public dit. Parce qu'il y a faux matériel ou faux intellectuel. On prend l'hypothèse que le commandement, c'est le faux matériel. Est-ce que c'est l'avocat qui a fabriqué le commandement? Est-ce que les mentions contenues dans le commandement viennent de l'avocat?
C'est de manière simple. Vous savez, le droit est simple. Lorsque vous le maîtrisez, vous allez trouver que ce n'est pas compliqué. Non seulement il n'a pas fabriqué le commandement, mais les mensonges qui y sont contenus ne viennent pas de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle faux intellectuel. Et ce n'est pas lui qui affirme maintenant le commandement. Ce n'est pas lui qui fabrique le commandement. Mais on a le courage de vous dire, voilà les Kimil, condamné à 9 mois. Premier élément, c'est du faux. L'acte faux n'existe pas. Parce qu'il n'a fabriqué aucun acte faux. Et l'acte qu'on poursuit ici vient d'huissier. Donc cet élément fait défaut. Deuxième élément, je vais faire le travail du ministère public, la fouille à dessein. L'altération de la vérité. Qui altère la vérité dans les commandements? Est-ce que c'est Maître Touma? Est-ce que c'est Maître Touma qui affirme les mensonges qui sont contenus? Non. Deuxième élément, l'altération fait défaut. Troisième élément, préjudice. Il n'y a pas de faux lorsqu'il n'y a pas de préjudice. Il n'y a pas non plus préjudice. Parce que comment la remarque? Parce que les sommes qui sont atteintes n'appartiennent pas à la remarque. Mais cette agitation, monsieur le Président, inexplicable. On prend un avocat en pleine plaidoirie pour soutenir, pour demander un franc congolais, un dollar symbolique. Mais les sommes qui sont en train d'être réclamées n'appartiennent pas à la remarque. Et vous savez, les droits est semblable à la magie. Seuls les initiés peuvent le comprendre. Voilà. L'intention. Comment on peut y avoir l'intention lorsqu'il n'y a pas des actes matériels? Mais mon client, qui n'a commis aucun faux, qui n'a fait que prendre le fait de cause pour ses clientes, les deux successions. Mais comment il pouvait avoir l'intention de commettre? Voilà. Vous savez, pour tenter de faire un raccordement frauduleux, il dit non, il a fait usage de faux jugements. Non. Mais il est poursuivi ici pour le faux commandement. Pour l'usage, on devait dire qu'il a fait usage. Comment un avocat peut faire l'usage d'un commandement? L'avocat n'a jamais fait usage d'un commandement. Le commandement est exécuté par les huissiers. Et il n'a pas dit que Maître Toumamou qui s'est présenté à la conservation parce qu'il a tenté, et bien il a tenté de faire le raccordement frauduleux pour dire qu'il était à la conservation. Qui était à la conservation? Qui a posé les actes d'usage? En tout cas, nous n'avons pas, en dehors des théories, on ne nous a pas apporté la preuve. Et c'est ça. Vous allez voir que nous allons prendre moins de temps. Si déjà on a fait tomber toutes les informations. Ben, c'est après que les autres qui ont pris la poudre de appel en ce qui concerne la tentative des stéléonas. C'est j'ai entendu avoir assisté qu'il y aurait aussi tentative des stéléonas. C'est avec raison. Réveillez-nous. C'est raison. Vous savez, pour avoir été habitué à des procédures de flagrance, parce que très souvent, soit chez les militaires, on présente toujours des fausses personnes. Et je les prends avec vous, voyez comme ça, on vient, on nous présente quelqu'un qui n'a jamais été au lieu d'exécution. Faute des militaires de service, faute de sa présence sur les lieux. Et vous savez, les ministères publics qui est sous la charge des charges prend le courage pour vous dire, en dehors de tout élément, oui, la rébellion est établie. Parce que j'ai des photos. Et la preuve, c'est son propre portable. Alors, normalement, il devait rester là avec aussi. Si on doit prendre ça, c'est la monté. Et nous ne savons pas, ça devait être là. Comme une pièce de dossier. Il dit voilà, la preuve de la rébellion, c'est l'immatriculation des fortunés. Ma foi, vous savez, le courage ne suffit pas. Vous savez, le courage est permis. Il dit voilà la preuve de l'immatriculation. La preuve, c'est les muscles. Ah bon? La rébellion, c'est le fait d'avoir les muscles. La preuve de la rébellion. Il n'y en a pas en dehors de l'allégation. Ce que fait les muscles, c'est une allégation. Parce que la seule preuve qu'ils l'ont présentée ici, en tout cas, il a eu la chance. Parce qu'on devrait l'interpeller. Nous allons nous arranger parce qu'il se présente. Tantôt, il s'appelle Kitoko. Et lui-même, il s'appelle Mboko. Comment c'est existant? Il n'y a pas la preuve de rébellion. Et, vous savez, le problème, c'est avec raison que nous avons salué la présence de notre bâtonnier. On dit que lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non-appel et de non-opposition mentionnant la date
de la signification de la décision à la partie condamnée. Au fait, l'acte uniforme fait de la signification de toute décision avant de l'élever au théâtre, de l'opposer à qui que ce soit, un principe. Je crois que l'expert en la matière, en droit des exécutions, ne va pas me contredire comme ça. Déjà, l'acte uniforme vous dit que même si tu veux exécuter une ordonnance d'injonction de payer, on vous dit commencez par signifier cela au tiers. Et ici, on vous dit qu'on n'a jamais signifié. Mais on accepte quand même les effets de cela. Donc, sur ce point, vous direz également que cela est irrelevant. Une autre question était soulevée, on vous dit est-ce que la procuration qui était remise un lundi, on pouvait encore s'en servir un mardi ou un mercredi? Nous disons oui. Le renseignant avait dit, a soutenu ici. En réponse à la question du tribunal, vous avez cherché à savoir quelles étaient les mentions contenues dans sa procuration. Il vous dit, je cite, que j'avais donné mandat à Maître Freddy de procéder au recouvrement de ma créance, point barre. Mais même s'il y a 1001 mains levées, dès lors que cette procuration dit Maître Freddy procède au recouvrement de ma créance, ça suffit. Pourquoi vais-je rentrer vers quelqu'un qui m'a déjà dit de tout faire? Donc à cela, vous direz également la thèse de l'arrogant irrelevante. Quatrième élément, sinon énième élément, s'agissant de la rébellion, vous dites Maître Freddy se serait révélé. Mais la question basique de la salle est de savoir qu'il s'est révélé contre qui? Même les officiers du ministère public ne connaissent même pas le nom d'un seul agent contre qui on s'est révélé. Même le nom d'un seul agent. Mais on veut qu'on condamne quelqu'un alors que celui qui demande la condamnation ne connaît même pas la personne contre qui on s'est révélé. Si l'on était garçon, on l'aurait dit ici, même à basse voix. Encore on se trompe sur le nom même du témoin. Dans ces conditions, Monsieur le Président, vous direz encore que la thèse de la rébellion est non établie. Pour citer, on vous dit que non, pour justifier le caractère intentionnel, démentiel de Maître Freddy, on vous dit il était sorti par la petite porte. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi d'abord il existe des petites portes au tribunal de commerce. Réfléchissons d'abord basiquement. On vous dit il est sorti par la petite porte. C'est comme qui dirait j'ai vu les juges du tribunal sortir par cette porte-là. Encore que généralement, mon aîné Maître Lady va nous le dire, derrière les tricômes, il y a un petit bistrot là. Et là où vous juges, et les magistrats du parquet, et nous avocats, on se retrouve pour manger. Qui ne vous dit pas que Maître Freddy avait fait, il était sorti pour partir manger? Non. C'est juste pour dire, Monsieur le Président, que, et nous, merci Monsieur le Président, donc, les officiers du ministère public ne vont pas me contredire parce qu'il y en a des cas où on se retrouve là-bas, nous également en train de marcher. Donc, on ne peut pas dire que le fait pour Maître Freddy d'être ou d'avoir emprunté ce chemin-là supposerait qu'il était en train de fuir ce qu'il savait avoir connu. Et pour chuter, Monsieur le Président, réfléchissons un peu avec cette illustration. Vous dites que quelqu'un a des mouvements, ce qui suppose qu'il a une force. Mais comment on peut chuter par dire qu'il est sorti par la petite porte? Ce n'est pas paradoxal ça. Je suis fort, il a des mouvements. On vous donne des photos. Mais ensuite on vous disait qu'il voulait sortir par la petite porte. Est-ce que ça tient? C'est là, Monsieur le Président, conduit à ce que l'on appelle au doute. Donc, au vu de tout ce qui a été disserté ici, vous direz que cela relève de la mauvaise foi. Je peux accepter que l'on déteste quelqu'un. C'est une réalité, chacun a ses sentiments. Mais que l'on en vienne à détruire la personne de cette façon, c'est là qu'on ne vaut pas la peine. C'est là qu'on ne vaut pas la peine. En tout cas, pour le peu qu'on pouvait dire, sous réserve du complément du même client, on peut s'arrêter là. Mais seulement puisqu'on est en matière pénale, puisque c'est vous qui détenez les secrets du délibéré, dans l'hypothèse des hypothèses les plus extrêmes, où vous direz, établir les unes ou les autres des infractions, je ne sais pas comment vous allez le prendre, vous retiendrez qu'il y a des circonstances atténuantes. Je dis que nous sommes dans l'hypothèse des extrêmes. Parce que Maître Freddy Toumba est un avocat connu de tous. Il a un cursus bien connu. Ce n'est pas un délinquant, il n'a jamais été condamné. 20 ans, vous imaginez? 21 ans cette année de profession. Donc, ce n'est pas un avocat des moindres. J'ai vu
récemment ici, la haute cour, je crois, militaire de mon pays, qui venait d'infirmer un arrêt de la cour militaire, je crois de la Gombe, qui avait condamné les gens à 30 ans de prison, à la prison à vie. Et cette haute cour avait eu à ramener, à casser, pardon, cet arrêt en ce qu'elle considérait que les militaires étaient des pères de famille. Je vous le dis comme ça. Donc le motif qui avait fondé la haute cour à prendre les circonstances atténuantes était tel que tous les militaires qui étaient censés être jugés étaient des pères de famille. Je sais que Maître Freddy n'a pas 17 enfants comme les renseignants ici, mais je sais au moins qu'il est un père de famille. Et dans ces conditions, vous greffons à la thèse prônée par la haute cour militaire, au vu de tous les éléments qui ont été plaidés à son bénéfice. Dans l'hypothèse où vous voudrez bousculer les choses et le condamner, dans une hypothèse que nous estimons impossible, vous retiendrez les circonstances les plus larges, largement acquises, comme on peut dire en termes d'atténuation de la peine ou des peines. Pour le reste, nous allions à ce qui avait été dit. D'accord, je vous remercie. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État. Cet article dispose: les avocats sont auxiliaires de justice chargés d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaidant devant les juridictions, au nom et pour le compte de ses clients. La suffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Sinon, alors, il doit poursuivre la saisie d'abord et préalablement sur les biens mobiliers. L'article 151, je crois qu'on a le même point. Et que donc, nous insistons, et cela c'était pour établir l'intention, parce qu'on vous a dit que c'est le maître de la procédure, c'est lui qui a reçu consultation pour qu'il procède. Et lorsqu'il procède, il commence par des saisies immobilières. Et il insiste, donc l'intention, Monsieur le Président, les nuits vraiment frauduleuses étaient là. Je confirme ce que nous avons dit tantôt, et je vais seulement préciser. J'ai aimé lorsque le conseil, Maître Yann, le conseil du prévenu, a insisté, souligné pour dire que le prévenu, avocat de son État, il a 20 ans, qu'à cela ne tient, d'expérience. Et moi, je pense que de par la petite expérience, parce que vous avez compris, de par l'instruction, et même ses propres dépositions par des bonnes, lorsque vous recevez les pièces et vous préparez pour l'huissier, n'est-ce pas? Vous étiez conscient de ce que vous étiez en train de faire? Moi, je pense informer. Parce qu'il avait des décisions et que les décisions n'existaient plus, il ne pouvait pas préparer les dossiers policiers. Tel est l'élément de complément que je prie que le tribunal ne puisse pas prendre l'affaire délibérée sans tenir compte de cette affaire. Ce que mon bâtonnier a dit, contrairement à ce que le ministère public vous a dit qu'il est sorti par la petite porte. Tout le monde connaît la configuration de la salle d'audience 2 du tribunal de commerce de Kinshasa. Ça venait d'être dit par l'avocat avant qu'il devienne intervenant. Je pense que si c'est pour les mêmes choses, on n'aurait plus la parole. L'objectif de tout ce qui avait été fait, qu'on ait induit mon bâtonnier en erreur, qu'il a accompagné, que ton avocat a accompagné les militaires, j'étais en train de plaider contre la banque. Dans les dossiers m'opposant avec le bâtonnier national, contre tous les tours, j'ai comparaissé pour M. Jean-Thomas Kassa de l'agence Courage. Et une plaidoirie de 4 heures de temps, acharnée avec mon contradicteur, Maître Madeleine Mwanza. Quand je sors maintenant, votre honneur, la manière dont j'étais accueilli, quand j'arrive devant les magistrats, devant les procureurs, et c'est à ce moment-là, je comprendrai tout l'acharnement. Tout l'acharnement qu'il y a contre ma personne. N'en déplaise
il y a eu des amours entre moi et la banque dans 4 ou 6 dossiers. Et quand on perd un procès, ce n'est pas imputable à l'avocat. Et quand j'arrive devant les parquets, c'est en ces moments-là qu'on va me faire menotter, qu'on va me faire sortir une citation à comparaître. Je termine, votre honneur. S'il vous plaît, c'est comme si l'on revenait. Le président tribunal vous condamne à 1 an, faisant l'équilibre sur 9 ans de servitude pénale principale et une amende de 300 000 francs congolais. Et vous avez suivi aussi, pour tous vos avocats, dire qu'aucun fait n'a été établi. Et vous avez agi comme avocat. Aucun acte de commandement n'a été signé par vous, ni sur votre requête. Il y a la parole en dernier, plaide non coupable, sollicitant ainsi son acquittement comme l'a plaidé ses avocats. Sur ces liens, clôt les débats. L'affaire est mise en délibéré pour se prononcer dans quelques instants. En attendant, l'audience est suspendue. L'ordonnance loi de 78 relative aux infractions, à la répression des infractions flagrantes. Comme dit tantôt, cet article précise que sur flagrance, si le dispositif est dans 48 heures, et qu'on va pouvoir motiver sa décision. Par ce motif, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile de Raubang et du prévenu Toumba Mukendi, vit la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vit l'ordonnance loi numéro 78-001 4 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement en son article 9. Vit le code de procédure pénale, spécialement en son article 85. Vit le code pénal livre 1er en son article 4. Vit le code pénal livre 2 en ses articles 94, 124, 126 et 133. Le ministère public entendu. Dit établi en fait comme en droit, les infractions de fausses en écriture et usage de faux, tentative d'escroquerie et rébellion, mise à charge de prévenir Toumba Mukendi Mpunga. Par conséquent, l'on condamne pour le faux en écriture et l'usage de faux à 4 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais. Pour tentative d'escroquerie, à 3 ans de servitude pénale principale et pour la rébellion, à 1 an de servitude pénale principale. Dit que toutes les infractions ont été mises en concours matériel, faisant le cumul, l'on condamne à 8 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais. Dit recevable et fondé la constitution de la partie civile à banque, par conséquent, l'on condamne à $1 à titre symbolique, à titre de dommages intérêts. Ordonne son arrestation immédiate, mais les faits de la présente instance à charge du précité prévenu. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de Pédé Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience de séjour, soit le 7 février 2026, à laquelle a siégé la présente composition avec le concours de M. Eto, officier du ministère public, et l'assistance de M. Kalombo, greffier du siège.
Je rien être au sol, l'audience est défaite.